Les Mirage 2000-5F sont arrivés officiellement en Ukraine le 6 février 2025, soit jour pour jour, 8 mois après l'annonce du 6 juin 2024 du président Macron qui annonçait vouloir livrer à l'Ukraine des tirets 5 pour les aider à protéger leur espace aérien. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes. Que l'on sait en source ouverte qu'il s'agirait de 3 aéronefs qui ont été prélevés sur le parc de l'escadron Cigogne, la fameuse défense aérienne, l'escadron français le plus spécialisé dans tout ce qui est défense aérienne ou l'acquisition de la supériorité aérienne dans une zone. Et il y en aurait 3 de plus, à minima en chemin. Pour ce qui est du volume total ou de la provenance peut-être de marché export du reste, à l'heure actuelle, nous ne savons rien en source ouverte et j'ai envie de vous dire, c'est mieux comme ça. La guerre a parfois besoin de ces petits secrets. Néanmoins, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 points. Le premier, c'est sur le parcours un peu mouvementé de cette livraison d'aide qui aura connu des virages à 180 degrés. Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à l'utilisation qui peut être faite par l'armée ukrainienne de ce Mirage 2000-5F qui a été modifié sur la base de Cazo pour pouvoir non seulement faire des missions RR, ça ils savaient déjà le faire, mais également apparemment faire des missions air-sol, donc du bombardement et pas que de la protection de l'espace aérien. Et dans un troisième temps, nous allons nous poser la question des plus et des moins pour 3 armées. Première armée, l'ukrainienne. Deuxième armée, les Russes. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux cette livraison de 2000 ? Et quand même, on est français, je suis français. Moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est la défense de la France. Quel impact pour l'armée française ? Allez, on attaque tout ça juste après le jingle et on aura dans la vidéo une petite minute sécurité des vols. C'est un nouveau rendez-vous que l'on veut instaurer sur nos vidéos afin de promouvoir la sécurité dans l'aérien, mais au-delà également. Allez, jingle. Débrief ne vous propose pas que des formats en présentiel pour réunir vos équipes, les dynamiser, parler de leadership, de followership, d'alignement ou de sécurité. Nous vous proposons également en distanciel des conférences, des cours en ligne, mais aussi des workshops où certains de vos collaborateurs doivent piloter les avions, le tout dans un environnement spécialement mis en place pour faire travailler le collaboratif en distanciel. Même Forbes en avait parlé il y a quelques années. Alors n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site debrief.org afin qu'on se retrouve très rapidement en vidéo. Et juste avant d'attaquer, j'en profite pour remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui nous soutiennent. Allez, c'est parti. Le parcours. Pourquoi est-ce qu'on en a beaucoup parlé sur cette chaîne ? Eh bien, tout simplement parce que l'on se fie aux déclarations de nos chefs politiques. Et le ministre des Armées, il y a un peu plus d'1 an, a annoncé, eh bien, dans un premier temps, il n'était absolument pas question de livrer des Mirage 2000 pour une raison très simple, que la recherche française était de permettre de livrer de l'utile et que les défis de maintien en conditions opérationnelles étaient, je cite, des défis terriblement compliqués pour une flotte de Mirage 2000. Défi déjà très compliqué en France, alors imaginez en Ukraine, mais l'armée est là pour trouver des réponses aux défis. Alors que les promesses de F-16 arrivaient des Pays-Bas, du Danemark, de la Norvège, de la Belgique, et que d'un autre côté, nos hommes politiques disaient également qu'on ne doit pas dégrader notre modèle de sécurité et de défense par l'aide à l'Ukraine, eh bien on a vu un virage à 180 degrés le 6 juin 2024 avec cette annonce de Mirage 2000. Et les choses étant faites de manière républicaine en France, quand le président annonce quelque chose, les armées exécutent et trouvent des solutions. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait, et 8 mois après, solutions ont été trouvées. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas gêné certains de nos décideurs ou certains de nos chefs militaires ? Je vous renvoie vers la déclaration du chef de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Bélanger, qui dit que cela percute le format aviation de chasse. Pourquoi ? Eh bien parce que le retrait de certains Mirage 2000, avec en plus la perte récente qu'on a eue de 2 Rafales, eh bien cela va amener à sursolliciter nos Rafales actuellement
en unité. Alors tout ça devrait être compensé. Compensé comment? Avec une livraison apparemment accélérée des Rafale F4 qui ont été commandés en janvier 2024. Maintenant, la réalité est que pendant plusieurs mois, vous allez avoir une petite baisse au niveau des capacités de l'armée de l'air et de l'espace. Mais normalement, tout devrait bien se passer et à terme, rentrer dans l'ordre. C'est en tout cas le plan et c'est le politique qui a les armes en main, qui décide et qui accepte ce petit baisse de niveau de capacité opérationnelle de l'armée de l'air au vu de ce qu'il estime gagner avec cette livraison. On en a déjà souvent parlé sur cette chaîne. Toutes ces questions militaires sont des histoires de balance avec des plus, des moins de chaque côté et au final, c'est le politique qui tranche. À noter tout de même bien que pendant toute la période où il n'y a pas eu la livraison des Mirage 2000, il y avait quand même livraison de missiles Scalp, livraison de missiles A2SM et que ces armements ont été adaptés sur les avions de l'armée de l'air ukrainienne, donc il y avait quand même de l'aide et de l'impact. Voilà pour le parcours un petit peu tortueux de la décision de livraison de ces Mirage 2000. Vous noterez quand même que cela arrive après près de 3 années de combat. On expliquait dans Au-delà de l'Ukraine pourquoi est-ce que l'on pensait qu'il n'y aurait pas de livraison dans les premiers mois / premières années de la guerre. Et on voit bien, plusieurs mois après la livraison des F-16, bien que le mythe de l'avion de combat a quand même pris un petit peu du pion dans l'aile, car il faut être franc, et on vous en a déjà parlé sur cette chaîne, ce n'est pas quelques avions de combat isolés qui vont pouvoir changer le cours d'une guerre, c'est un ensemble qui se doit d'être cohérent, mais là, c'est un autre sujet qu'on a déjà traité sur la chaîne. On va repartir dans les sujets un petit peu plus techniques avec l'utilisation que l'on peut faire de ce Mirage 2000-5. Alors, on a déjà beaucoup parlé des Mirage 2000 sur la chaîne, donc on va rentrer directement dans le dur. Je vous rappelle qu'ils peuvent faire de l'RR, que ils sont équipés de radars qui ont une capacité à regarder vers le bas, ce qui est très bien si vous faites de l'interception de bombardiers ennemis ou de l'interception de drones. Et il a cette capacité à ouvrir le feu avec du MICA, le missile d'interception et de combat aéroporté, qui est un excellent missile. J'en ai tiré plusieurs à l'entraînement, ça marche très très bien. 2 versions de MICA, le MICA électromagnétique avec son petit radar, le MICA IR avec un détecteur infrarouge. Sinon, vous avez du Magic 2. Moi, j'avais tiré en super étendard. Je pense qu'on pourrait peut-être donner du Magic 2 aux Ukrainiens parce que si c'est pour abattre du petit drone ou du missile, il vaudrait mieux tirer du Magic 2 que du MICA. Ça revient moins cher. Et puis, nos stocks de MICA ne sont pas du tout illimités. Vous pouvez d'ailleurs trouver en source ouverte les volumes qui ont été commandés par l'armée française. À noter quand même qu'on a les MICA NG qui arrivent et que ces missiles ont des durées de vie. Donc si vous vous dites « Ah, mais on va leur donner des missiles qu'on pourrait utiliser », eh bien je pense qu'ils ont fait intelligemment les choses et que les missiles MICA envoyés sont des missiles qui arrivent en fin de vie, qui doivent soit être démilitarisés, soit être tirés pour entraînement. Donc il y a moyen, ils ont 8 mois pour y réfléchir, de faire les choses intelligemment avec l'armement que l'on livre. Pour ce qui est du 30 mm, on a déjà vu le danger de vouloir faire du canon sur des drones ou des missiles de croisière, ça fonctionne, mais c'est prendre un risque pour l'avion qui attaque, qui n'est peut-être pas en adéquation avec la volonté du politique. Je vous rappelle que dès que vous êtes pilote de combat, vous partez pour un état final recherché, une mission, on vous alloue des moyens et vous devez respecter un risk level, un niveau de risque qui est soit faible, comme l'entraînement, moyen, généralement le double de l'entraînement, fort, sur 4 avions, vous allez peut-être accepter d'en perdre un, ou extrême, par exemple un raid nucléaire, vous avez obligation de faire la mission, qu'elle marche, et après, si vous n'arrivez pas à rentrer vivant, c'est comme ça, quoi. Donc, nos avions peuvent faire de la CAP, de la Combat Air Patrol, peuvent protéger, par exemple, un point. Maintenant, attention, si vous avez 3 ou 4 avions, vous allez peut-être en mettre 2, ou alors vous allez faire de l'interception face à des vagues de missiles de croisière ou à des vagues de drones qui vous arrivent dessus. Donc là, la plus-value par rapport à des systèmes solaires, en fait, c'est surtout de compenser peut-être un manque de systèmes solaires, mais c'est absolument pas la mission pour laquelle les avions de combat sont le plus efficaces. Ça serait beaucoup plus aller sur la ligne de front, mais à l'heure actuelle, avec des volumes aussi faibles, c'est pas forcément une situation d'avenir et il vaut mieux laisser le temps aux équipes techniques et aux équipes de conduite, les pilotes, de monter en compétences, en expérience, avant d'aller les risquer plus proche de la ligne de front pour ce qui est de l'RR. Maintenant, si vous les envoyez proche de la ligne de front en RR, on peut faire ce qu'on appelle de la sweep, essayer de repousser les menaces aériennes adverses pour gagner la supériorité aérienne sur un point donné pendant un temps donné. C'est le travail de la sweep, c'est la spécialité des cigognes, pour permettre à des avions d'attaque, par exemple, d'appuyer les troupes au sol. Quand vous faites ce genre de mission, pour faire simple, il va falloir envoyer ce qu'on appelle de la SEAD, Suppression of Enemy Air Defense. Vous envoyez des avions qui vont taper ou faire éteindre les radars des systèmes solaires adverses. Après, vous installez
à haute altitude vos avions de chasse qui maintiennent la supériorité aérienne sur le point et vous envoyez à basse altitude vos avions bombardiers qui là ont le temps de travailler efficacement et vous permettent peut-être de reprendre l'initiative sur une zone précise du front. Donc ça, c'est la manière dont on peut utiliser les Mirage 2000, défensive ou offensive, de manière coordonnée, avec des troupes au sol, avec de l'acide. On sait que les Américains ont livré de la GM88 et également avec de l'attaque au sol. Donc ça se fait assez bien, c'est la base du travail de pilote de chasse occidental ou de l'OTAN. Maintenant, possibilité air-sol également, donc non évoquée par le président le 6 juin, mais évoquée par d'autres porte-parole des armées qui ont dit qu'il y aurait de l'aménagement au niveau des systèmes des Mirage 2000 pour faire de l'A2SM et du scalp. Donc le scalp, l'amener, le tirer, ça fait un vecteur supplémentaire, ce qui va vous permettre de faire peut-être des frappes plus fortes et plus saturantes avec plus d'avions porteurs, mais il faut des scalps. Et l'A2SM, on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Comment est-ce qu'un Mirage 2000 pourrait tirer de l'A2SM? J'ai envie de vous dire comme les MiG-29, comme les Sukhoi, toujours la même méthode. Vous allez arriver à basse altitude. Pourquoi à basse altitude? Parce que ça vous permet d'être sous la détection ou sous l'engagement des systèmes solaires adverses. Et si il y a de la chasse adverse, regardez là c'est notre petit schéma, la chasse adverse, elle a une portée d'engagement. Donc ça, on va dire que c'est la NEZ, la No Escape Zone, la distance à laquelle, si l'adversaire ouvre le feu, vous n'allez pas pouvoir vous enfuir. Et ça, c'est la limite longue. Si l'adversaire vous voit ici qu'il ouvre le feu, mais que vous faites demi-tour, ou même que vous manœuvrez de 60 degrés, son missile ne fera pas but. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Les missiles RR, ce n'est pas magique. Il faut être à certaines distances, soit la distance d'ouverture du feu, qui fera but si vous ne manœuvrez pas, donc si vous n'avez pas conscience qu'il y a un missile qui vous arrive dessus et que vous foncez tête baissée dedans, là vous allez mourir. Si par contre vous passez sous la No Escape Zone, dans une zone beaucoup plus resserrée, on parle de quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, là par contre ce n'est plus du tout la même, vous pouvez manœuvrer, il y a quand même 95% de chances que vous preniez le missile. Donc pour éviter de se prendre un missile venant de la haute altitude, et on a vu que ça peut faire des dégâts, les Russes ont des missiles qui portent très très loin, ce que les Mirage 2000 vont devoir faire, c'est arriver bas, ce qui consomme plus de pétrole. Ensuite, en arrivant bas, ils vont faire un loft, ils vont monter. En montant, plein pot, plein gaz, aux alentours des 6 à 12 000 pieds, ça dépend en fait du risque de la menace, ils vont tirer la bombe, tirer l'A2SM, idéalement dans une salve, et ensuite, parce que l'A2SM peut partir sur différentes cibles, et après, ça fait demi-tour. Pourquoi fonctionner comme ça? Initialement, vous n'êtes pas détecté, ou il n'y a aucun missile qui vient vers vous. Quand vous faites votre montée, vous pouvez être détecté par la menace adverse, qu'elle soit du sol ou de l'air, mais le temps que le missile vienne, il va falloir plusieurs minutes. Donc on vous détecte, on ouvre le feu, le missile part. Il n'y a pas moins d'1 minute de vol pour que le missile arrive vers vous. Mais en 1 minute avec un Mirage 2000, vous en faites de la distance. Vous pouvez faire 15 bornes sans aucun souci. Donc pendant cette minute, vous finissez votre montée, vous tirez, il vous reste en gros 40 secondes, vous faites demi-tour, il vous reste 20 secondes. Maintenant, vous redescendez en accélérant et le missile, lui, il n'a pas été tiré dans sa No Escape Zone. Vous avez manœuvré, il n'a pas l'énergie, il n'a pas la patate nécessaire pour vous rattraper et vous avez fait tracher, comme on dit, vous avez fait louper le missile adverse. Donc même si ça vous fait rentrer dans le volume d'engagement d'un adversaire, le fait de monter, de ne pas rester longtemps, de faire demi-tour, fait qu'il y a de la vie en tant que pilote. Et donc c'est ce qu'on voit avec toutes les vidéos qu'on a étudiées ces derniers temps, les MiG-29 faire ça, les Sukhoi faire ça, les Mirage 2000, s'ils veulent faire de l'A2SM, risquent de faire pareil. La grande différence, ça serait quoi? Ce que l'on faisait en Irak, en Afghanistan ou au Mali, ça va être plutôt de la GBU et du laser qui nécessitent de venir au-dessus de la cible et d'y tourner pendant plusieurs minutes. Vous ne faites pas ça s'il y a une menace solaire ou s'il y a une menace RR, d'où ce que j'expliquais avant, l'importance de supprimer les menaces solaires, ensuite derrière de maintenir à distance la chasse adverse pour pouvoir travailler au pod, comme on dit, au pod laser et tirer vos bombes laser. Donc ça, on ne s'attend pas du tout à le voir au vu de l'état du front. On s'attend à voir des raids avec arriver à un point de tir qui est encore sur le territoire ukrainien et faire son scalp, ou alors faire du loft avec de l'A2SM, 2 bombes d'un coup, à voir combien ils en mettent là sur le 2000. Et puis après derrière, hop, retour à la maison, prise de risque extrêmement faible, ça permet de tirer. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace parce que vous n'êtes pas en temps réel en train d'aider des troupes au sol, mais face à une ligne de front assez figée, ça pose pas de souci. Autre point à noter, il est possible que les réglages de l'A2SM sur Mirage 2000 soient un petit peu plus faciles, on va dire,
que les bricolages qui a été fait sur MiG-29 et Sukhoi 27. Donc peut-être que le Mirage 2000 peut être en attente, on lui communique à la radio la position de la cible à taper, il la prépare en temps réel et 2 minutes après, il vient, il fait son appui-feu, ce qui est en gros, d'un point de vue efficience, ce qu'on faisait en Irak. Donc avec un temps de kill chain, comment dire, que le moment où l'ennemi est détecté, le moment où vous passe les coordonnées, le moment où vous faites feu, qui est très réduit et ça c'est très efficace. Ça c'est pour les bombes. Ensuite, le canon, faire du 30 mm, c'est prendre d'énormes risques pour le porteur, pour le Mirage 2000. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que n'importe qui avec du système solaire portable pourrait vous allumer. Donc il y a peu de chances qu'ils envoient les Mirage 2000, en plus c'est un monomoteur, faire de l'appui-feu au canon. Donc on s'attend à voir ce genre de vidéo sortir, du tir scalp, probablement de nuit, et ensuite derrière, dans un premier temps surtout, eh bien, de la défense aérienne pour que tout le monde monte en compétence. Je réinsiste une dernière fois parce que c'est vital de le comprendre. Lors des engagements aériens, vous avez une énorme différence dans les portées d'engagement en fonction de l'altitude et de la vitesse. Si vous êtes à basse altitude, 500 pieds, 150 mètres sol, 450 nœuds, les volumes d'engagement, vous voyez, c'est assez faible, que ce soit pour de l'armement russe, que ce soit pour de l'armement américain ou de l'armement français. Et donc, il y a de la vie, même à quelques dizaines de kilomètres seulement les uns des autres, sur la ligne de front. Montez au niveau 500, 15 km d'altitude, accélérez à Mach 2, ayez un MiG-31 qui fonce sur un Mirage 2000, tout le monde à Mach 2, les portées d'engagement, elles vont être énormes. Par contre, si l'un ou l'autre commence à manœuvrer, fait par exemple 40 degrés de virage par la droite, eh bien, le missile qui a été tiré en ouverture de domaine ne fera pas but. Donc on en revient vraiment à ce besoin vital de comprendre que la conscience de la situation est ce qui vous permet de survivre et de gagner dans un avion de chasse. Cette conscience de la situation, comment est-ce qu'on la construit? Par ses oreilles, en écoutant le GCI, le contrôleur sol, en écoutant d'autres avions qui donnent des positions, des informations radar, en écoutant éventuellement un avion radar. C'est pour ça que les avions radars russes ont été attaqués ces derniers temps. Vous remarquerez avant la livraison des F-16, mais également en écoutant ces systèmes de guerre électronique. Parce que la guerre électronique va détecter les formes d'ondes, va détecter qu'un radar vous regarde, qu'un avion de chasse vous regarde, ou qu'un radar vous tire dessus, ou qu'un avion de chasse vous tire dessus. Et donc grâce à tout ça, vous construisez votre conscience de la situation et ça vous permet de prendre les bonnes décisions. Petit point de précision pour ce qui est des portées et des missiles. Vouloir monter à très haute altitude et foncer tête baissée vers les lignes adverses et peut-être vers un Sukhoi 35 serait une hérésie totale ou contre un MiG-31. Pourquoi? Parce que les Russes disposent de certains missiles dit Fox 3 à très longue portée. Vous avez certaines versions de l'A-12 dont il faut se méfier, mais également certaines versions du R-37 qui ont eu des victoires aériennes dans le ciel aérien ukrainien. Et donc pour éviter de se faire surprendre, la tactique numéro 1 reste quand même de voler à basse altitude, de ne monter que pour un tir et ensuite de redescendre vers la basse altitude. Car si un R-37, un A-12 ou même un A-10 Charlie vient vers vous sans que vous l'ayez détecté, ce n'est clairement pas une situation d'avenir. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Foncer tête baissée vers un F-16, vers un Mirage 2000, c'est prendre le risque de se faire punir par un AMRAAM ou un Mika. Et attention, avec le Mika IR, vous avez 9 chances sur 10 que votre système de guerre électronique ou de détection embarquée ne le voit même pas arriver. Encore une fois, si vous voulez survivre dans ce type d'espace aérien, il va falloir voler bas, cela va consommer du pétrole et cela va jouer sur votre temps de présence sur zone. Pour rester vivant en combat aérien, il faut être très méfiant et respecter l'armement adverse. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Et c'est pas pour rien si on voit d'ailleurs que les Mirage 2000 ont les gros bidons, ces bidons qui vous obligent à rester subsonique, mais qui vont vous permettre de voler plus longtemps. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous la partie technique de l'emploi du Mirage 2000. Maintenant, on va regarder les plus et les moins pour Ukraine, Russie et France. Alors, les plus, les moins. Pour l'Ukraine, eh bien, recevoir des Mirage 2000, c'est très simple, ça leur fait des avions en plus. Ça grossit leur armée de l'air. Et même si le 6 février, on a appris qu'il y avait une quinzaine de F-16 supplémentaires qui étaient livrés,
le gros des titres a été fait sur le Mirage 2000 car il s'agit d'un nouveau type. Nouveau type, ça apporte quoi? Une nouvelle technologie, de nouveaux radars, de nouvelles formes d'ondes, ce qui vient gêner le brouillage d'en face. Cela ramène forcément des vecteurs supplémentaires, notamment pour tirer scalp ou A2SM, donc c'est tout bénef de grossir le rang de votre flotte. Également, ça vous apporte des sources, une supply chain, un fabricant différent, et surtout, ce n'est pas américain. Vous prenez par exemple les Indiens, ils s'équipent français, ils s'équipent russe. Pourquoi? De manière à ne pas dépendre uniquement d'un seul pays. Si vous avez une armée de l'air qui n'a que du F-16 ou que du F-35, vous êtes dépendant des Américains. S'ils vous coupent les vivres d'un point de vue pièce de rechange, vous l'avez dans l'os. Après l'invasion américaine en Irak en 2003, il y a eu un chantage de la part des Américains contre nos catapultes sur le Charles de Gaulle. Ils ont annoncé qu'ils ne voudraient plus nous aider au niveau des pièces de rechange. La France n'est pas souveraine sur ces catapultes. On a failli perdre l'utilité opérationnelle du Charles de Gaulle à cause d'une tension politique avec les Américains. Donc le fait de diversifier les sources vous permet d'être plus résilient face à des retournements de veste ou des changements tout simplement d'alliances géostratégiques. Maintenant, il y a quand même des points négatifs. Les points négatifs, c'est la flotte hétéroclite, ce qui vient augmenter de manière exponentielle votre difficulté en termes de maintenance et RH. Vous devez spécialiser vos équipes, soit sur 2000, soit sur F-16. S'il y a des pertes, du turnover, des changements d'équipe, eh bien forcément vous êtes beaucoup moins résilient. Donc il y a toute une phase où quand vous avez ce qu'on appelle dans l'armée une micro-flotte, ça vous gêne plus qu'autre chose, ça n'est pas optimal. Si par exemple on va dire il y a 200 personnes dévolues au Mirage 2000, eh bien ces 200 personnes auraient plus d'impact sur une grosse flotte de F-16 que ce qu'ils vont avoir sur 3 ou 6 Mirage 2000 dans un premier temps. Maintenant c'est un pari qui se fait en regardant le plus et le moins, et également il existe de nombreux Mirage 2000 sur le marché export, montés à terme vers une armée de l'air équipée de matériel américain et de matériel français. C'est sûrement le pari des Ukrainiens, et c'est un pari qui s'entend et qui a déjà été fait par de nombreuses autres nations. Donc c'est une bonne chose. Donc ça, c'est un point important. L'autre point, c'est au niveau des pièces et de la logistique. J'insiste, j'en avais déjà parlé sur la partie armement. On est sur des Mika, sur du Magic 2, sur du 30 mm, là où les Américains, c'est du 20 mm. On n'est pas sur le même armement. Alors pour l'air-sol, c'est un peu compensé, mais pour l'air-air, j'espère que du câblage a été réfléchi pour pouvoir amener du matériel américain ou du matériel d'origine soviétique sur le Mirage 2000, ce qui lui permettra de se poser un petit peu n'importe où en fonction de la situation et de pouvoir refaire le plein d'armement et repartir se battre sans être dépendant d'attendre qu'un camion arrive avec les bonnes pièces, les bons missiles pour que l'avion puisse être opérationnel. Donc il y a ce côté d'interopérabilité au vu de l'armement qui va poser initialement des soucis, et j'espère que c'est un point qui a été adressé et que comme ça, par exemple, vous pouvez mettre des missiles américains sur le Mirage 2000. Ça serait vraiment beaucoup plus facile pour les Ukrainiens d'un point de vue logistique et d'un point de vue efficience opérationnelle. Ça, c'est le point de vue ukrainien. Après, attention, formation des pilotes et des mécaniciens, ça les rend indisponibles pendant un certain temps. Donc, encore une fois, cette flexibilité RH est rendue plus compliquée par une flotte hétéroclite. Et gros point d'attention, forcément, c'est le maintien en condition opérationnelle et la capacité des Ukrainiens à entretenir ces avions monomoteurs. Il est légal pour des sociétés militaires privées d'opérer en Ukraine. À partir de là, est-ce que des Français ou du personnel qui a de l'expérience sur Mirage 2000 vont être envoyés en Ukraine pour aider ou faciliter la maintenance? Nous ne savons pas, c'est très bien comme ça, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que désormais, avec la visioconférence, on peut également faire des miracles en distanciel, en guidant des opérateurs étape par étape pour la maintenance du matériel. Je ne le dirai jamais assez, si un avion de combat vole, c'est d'abord et avant tout grâce à la capacité, la compétence et la résilience de ces mécaniciens, surtout des avions comme les Mirage 2000. Alors quand vous voyez passer un avion de combat dans le ciel, vous pouvez peut-être penser aux pilotes, mais moi, en tant que pilote, je vous avoue que je pense d'abord aux mécaniciens. Vous pouvez être le meilleur pilote de votre génération, si le moteur vous lâche, vous allez rentrer à pied. Maintenant, on regarde les Russes. Les Russes, ils se retrouvent avec deux nouveaux aéronefs en face, donc forcément, c'est pas une bonne chose pour eux, ça va les gêner un petit peu. De nouveaux types d'armement, typiquement le Mika. Le Mika, je pense pas que les Russes se connaissent très bien, ça va leur faire bizarre, je pense, au début, et donc c'est un danger nouveau. Toute introduction de nouveaux matériels sur un champ de bataille a souvent tendance à faire des pertes. Donc je ne serais pas étonné que le Mika réussisse à avoir quelques victoires aériennes s'il est bien utilisé, proche de la ligne de front, intelligemment. Pourquoi ?
le temps que les Russes arrivent vraiment à affiner les distances auxquelles il ne faut pas s'approcher, tout simplement. Après, d'un point de vue guerre électronique, nouvelle forme d'onde, nouveau brouilleur, nouveau radar, ça va poser un petit challenge aux Russes sur cette partie de guerre électronique, il va falloir qu'ils travaillent dessus. Par contre, eh bien, tous ces points négatifs ou positifs sont en double tranchant. Ça va leur permettre d'en savoir plus sur les matériels français. S'ils récupèrent par exemple un Mika qui n'a pas explosé, ils vont pouvoir le démonter et en apprendre plus dessus. Et ça peut également intéresser d'autres nations. Donc, d'un côté, c'est une bonne chose pour eux car ils vont peut-être pouvoir récupérer des informations. D'un autre côté, c'est un nouveau danger auquel il va falloir s'habituer et surtout, ce sont des avions supplémentaires chez leurs adversaires qui risquent de leur poser des soucis car le Mirage 2000, avec le Mika, est un excellent vecteur aérien. Donc d'un point de vue guerre électronique, ça risque de simplifier un petit peu les choses, que ce soit pour les Ukrainiens ou pour les Russes, parce que quand vous vous battez Sukhoi 27 contre Sukhoi 27 ou S-300 contre S-300, au niveau des formes d'ondes, c'est très dur de savoir qui est de votre côté, qui ne l'est pas. Là, amener du matériel occidental, ça va le rendre beaucoup plus facile à détecter et ça évite normalement des ambiguïtés. Maintenant, on regarde pour la France. La France, d'un point de vue communication, on a vu ça a déjà commencé, encore une fois. On communique le jour même de la livraison, ce qui est un non-sens tactique, ce qui est purement quelque chose qui nous rappelle que c'est une volonté politique et de la communication. Nous sommes dans cette fameuse guerre hybride, il y a cette volonté de marketer énormément que l'on aide. Je ne suis pas en train de juger, c'est un fait, mais c'est pour ça, généralement, on préfère ne pas trop donner d'informations sur le matériel qui est utilisé par les combattants. Dire le jour même ça a été livré, ça peut être faux, hein. On n'est pas à l'abri que c'est de la désinformation, mais si c'est vrai, c'est offrir de l'information aux adversaires. Maintenant, soit on estime que les adversaires vont avoir l'information de toute manière parce qu'ils ont un réseau de human intelligence bien implanté en Ukraine ou qu'ils ont cette capacité à avoir l'info. Et donc on se dit, au niveau de la balance, opérationnel versus communication, on préfère communiquer. Donc d'un point de vue politique et d'un point de vue de l'influence, c'est un geste fort de la part de la France qui vient rappeler à tout le monde sa souveraineté d'un point de vue tout simplement de sa défense. Rares sont les autres pays en Europe qui peuvent se permettre de décider d'envoyer comme ça du Mirage 2000. On a entendu parler du Gripen, on a entendu parler du Typhoon, et pour l'instant, il n'y a eu aucune promesse de ce côté-là. Donc, gros point positif d'un point de vue prestance ou sur scène internationale pour la communication de la France. Capacité également à faire de la guerre électronique et récupérer du rétex sur le Mirage 2000 au combat contre du matériel anciennement soviétique et nouveau russe. Donc ça va être un gros point positif pour les armées. Par contre, d'un point de vue négatif, encore une fois, on retourne la pièce. Pour une puissance nucléaire qui se veut quand même majeure et membre permanent du Conseil de l'ONU, affirmer qu'on en est à livrer les avions par paquet de 3 peut-être éventuellement 6, voilà, il y a moyen également de retourner la pièce et de se dire c'est quand même triste d'une certaine manière d'en être rendu à ne pouvoir livrer que ça. L'autre point, c'est avoir en parallèle le chef d'état-major des armées qui dit que ça nous impacte, qu'on est à 3 avions près dans l'armée française en 2025. Personnellement, ça me fait de la peine. Et ensuite, derrière, il y a quand même un risque, il ne faut pas se mentir. Si demain, du Mirage 2000 sont abattus, ça ne va pas faire de la bonne presse pour le Mirage 2000. Hasard du calendrier, alors que notre ministre des Armées annonçait la livraison des Mirage 2000 en Ukraine, il y a eu le même jour la perte d'un Mirage 2000 sur défaillance technique en Inde. Forcément, certains ont déjà pris le raccourci. Méfiez-vous de la désinformation. Non, le Mirage 2000 indien n'est pas tombé en Ukraine. C'est un Mirage 2000 qui est tombé pour des raisons techniques en Inde. Ça nous rappelle d'ailleurs le talon d'Achille des monomoteurs, F-35, Mirage 2000, F-16. C'est pour ça que le Rafale, c'est un bimoteur et on en est très content. Pour terminer, on a dit petite minute sécurité des vols. On attaque juste après le petit jingle Minute SV. Vous en avez peut-être entendu parler, le 19 janvier, 2 jeunes pilotes qui faisaient Pontarlier-Valenciennes se sont retrouvés bloqués au-dessus de la couche du mauvais temps. Ils n'avaient pas analysé de manière parfaite les conditions météo, ont décidé de partir en vol et là, dans une impasse, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont demandé de l'aide au contrôle aérien et le contrôle aérien leur a envoyé un Mirage 2000, justement, et un Rafale, mais également un Fennec, et les a aidés à réussir la percée et à venir se poser à Beauvais. Pourquoi est-ce que je voulais parler de cet événement? Parce qu'on le dit régulièrement sur cette chaîne, en France, vous avez des plots de PPS, posture permanente de sécurité, ils sont là pour vous aider.
vous êtes pilote d'aviation légère, ne restez pas dans l'impasse, verbalisez que vous avez un problème et généralement dans ce type de situation, la décision la plus dure à prendre, c'est celle d'oser accepter que vous êtes dans une impasse, oser verbaliser que vous avez besoin d'aide. Le pan ou le m'aider sont là pour ça. L'État français ne va pas vous envoyer une facture si vous demandez de l'aide à un Mirage 2000. Ça vous fera une expérience. Maintenant, attention, ne vous mettez pas bêtement dans une impasse. Analysez bien la météo. Gardez toujours des options ouvertes. Mais sachez qu'en France, vous avez toujours cette option qui est de vous mettre en attente, rester au-dessus de la couche, demander de l'aide et les contrôleurs aériens, les militaires français se feront un devoir et un plaisir de vous permettre de rentrer vivant à la maison, de tuer personne au sol, d'apprendre de l'accumulation de raisons qui fait que vous êtes retrouvé dans cette impasse. Et après, ce qu'on espère de vous, c'est que vous partagez sur ce qui vous est arrivé de manière à éviter à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Encore merci aux personnes qui s'abonnent. À très vite dans votre entreprise, pourquoi pas pour une journée sécurité, ou alors pour une conférence ou une formation sur le leadership ou l'art d'être un bon équipier, le followership. Dans tous les cas, je vous dis à très vite sur ce canal et fly safe.